L'actualité bouge et l'Intelligent Club suit le rythme. Ce vendredi, je vous donne le menu de notre émission. Premier sujet, revendication de la CAPSI et du PPACI, des craintes justifiées de l'opposition. Ensuite, on parlera du bureau politique du PDCI RDA de ce 5 avril, donc dans moins de 24 heures maintenant, vers une démonstration de force de Tidjane Cham. Enfin, taxe douanière sur la Côte d'Ivoire imposée par l'administration Trump, des menaces sur l'économie ivoirienne. Jean-Richard Nguesson, Soro Djabiga, merci d'être là. Merci à toi. Merci, bonsoir à tous. Commençons tout d'abord par lire avec vous, Jean-Richard, les revendications de l'opposition. Je rappelle que hier, jeudi 3 avril, a eu lieu une rencontre de la CAPSI qui est donc une coalition des principaux partis politiques d'opposition, excepté le PPACI et ses alliés, et qui a posé un certain nombre de revendications liées donc à l'inclusion de certains candidats qui sont déjà pas absents de la liste électorale, tels que Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo, ou encore la non-mise à l'écart de Cham, président du PDCI, qui est pressenti avec les déboires judiciaires qu'il rencontre pour être exclu de la course à la présidentielle. Faites-nous, s'il vous plaît, la liste des revendications de cette coalition d'opposition. À l'issue de la rencontre, les revendications se présentent comme suit. La mise à plat de la liste électorale pour son audit et sa recomposition, des sanctions contre les fraudeurs, une révision de la liste électorale en 2025, la convocation du dialogue politique entre le gouvernement et les partis politiques et les organisations de la société civile. La CAPSI exige la réintégration du président Laurent Gbagbo, de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soroki Bafoury-Guillaume, et du ministre Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Le point 4 stipule que la CAPSI s'oppose fermement à toute tentative d'éliminer Tidjane Cham, coordonnateur de la conférence des présidents de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire de la liste électorale et sur laquelle il figure aujourd'hui. La CAPSI s'oppose fermement à toute candidature pour un 4e mandat du président de la République, ce qui serait anticonstitutionnel, tout comme le 3e mandat l'a été. En 6, la CAPSI exhorte le pouvoir RHDP et ses démembrements à créer un climat politique apaisé, condition indispensable pour garantir un scrutin sans tension. Voici entre autres les demandes de cette coalition. Alors là, on a retenu donc l'essentiel des revendications de l'opposition. Quels commentaires faites-vous en tant qu'analyste politique sur ces différents points évoqués par la CAPSI qui leur semblent être prioritaires, indispensables pour aller à des élections apaisées, transparentes et crédibles? Ce que moi j'observe aujourd'hui, c'est que la liste électorale polarise, qu'on le veuille ou pas, l'actualité, tout le monde parle. Mais j'ai l'impression que personne n'écoute l'autre, on avance assez difficilement. Au fil des semaines, au fil des mois, les positions se braquent. Et lorsqu'on observe tout ça, on sent plus ou moins que la population retient son souffle. Il y a une certaine psychose au regard de tout ce qui se passe. À vrai dire, les revendications de la CAPSI sont pour ma part légitimes parce que lorsqu'on observe la liste électorale, selon les dispositions de l'article 7, le code électoral, lorsqu'on observe de plus près, il y a des éléments d'identification des électeurs. Et la CAPSI, pour revenir à ces éléments, il y a le numéro d'ordre, le numéro d'enregistrement unique, le nom et le prénom de l'électeur, la date de naissance, le lieu de naissance. On parle du sexe, de la profession, le domicile, le nom et le prénom, de la mère, la photo d'identité, les empreintes digitales, de tous les doigts. Mais au regard de ce qui précède, on sait qu'il y a des incohérences sur la liste électorale. Il y a des électeurs qui n'ont pas leur nom de famille, il y a des électeurs qui n'ont pas leur prénom sur la liste électorale, il y a des électeurs sans date de naissance, il y a des électeurs sans lieu de naissance, il y a des électeurs dont le père est inconnu, il y a des électeurs dont la mère est également inconnue, il y a des électeurs dont la date de naissance du père et de la mère reste inconnue. Donc, lorsqu'on regarde, il y a des électeurs qui figurent peut-être en doublon.
voire 2-3 fois, dont les noms sont ramenés sur la liste. On parle même de certains qui sont présents 4 fois, c'est-à-dire qui ont la même identité, mais 4 fois. Effectivement, donc la liste électorale, quoi qu'on dise, pose problème. Il y a des enregistrements multiples, il y a des doublons, vous l'avez dit. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il faudrait procéder à une analyse poussée de cette liste. Il faut lever toutes les suspicions. Je pense que la CEI et les partis politiques ne sont pas des adversaires. Je crois que c'est des partenaires. Il faut que la CEI prenne en compte les griefs ou encore les propositions, les observations de l'opposition, et puis on pourra aller, pourquoi pas, vers des élections apaisées. Soro Djabiga, quelle est votre lecture justement de ces revendications, de cette opposition-là qui crie, qui insiste sur certains points, là où on doute véritablement qu'il y aura une révision de la liste électorale en 2025? Ces revendications sont légitimes. La liste électorale est confligène. L'opposition dans tout son ensemble, dans toute son unanimité, demande la révision de la liste électorale, demande une audit, demande l'intégration de certains leaders aujourd'hui qui ont été retirés. Et pourquoi la CEI aujourd'hui et le gouvernement font la sourde d'oreille? C'est une grande partie de la communauté, une grande partie de la population ivoirienne. Ce sont des forces vives qui demandent cela. Et ce sont ces personnes-là qui contribuent aujourd'hui à la manifestation de la démocratie en Côte d'Ivoire. Elles sont dans l'opposition, elles exercent leur droit de militer, leur droit de parler, leur droit de penser. Et je pense qu'il est important qu'on prête oreille, qu'on prête attention à cela. Mais parce que les revendications ne sont pas utopiques, objectivement. Non, je vais te donner un exemple très clair, très précis. Avant-hier, on était à la conférence de Maître Blessy Kouzestom qui a dit qu'au niveau des Macori, l'avocat du PDCI, par exemple, qui a dit qu'au niveau des Macori, par exemple, quand ils ont audité le fichier à leur niveau, ils ont vu qu'il y a 8000 électeurs qui ont été déplacés. Quand ils ont fait le dernier contrôle, ils ont vu qu'ils ont été déplacés de Macori vers d'autres zones électorales. L'information a été remontée au niveau de la direction de la CEI. À quel moment cela va être réglé? Parce qu'aujourd'hui, le PDCI n'a même pas le temps de vérifier tout ça. Le PDCI est en train d'être trimballé au tribunal à tout moment. Donc je pense qu'à un moment, il faut que le gouvernement fasse preuve de démocratie, penche un peu l'oreille vers les revendications de l'opposition. Je vous demandais tout à l'heure si vous croyez que, c'est vrai, il y a un certain nombre de revendications, il y aura peut-être des concessions, on en viendra tout à l'heure sur certains points, mais il y a quand même des éléments à l'observance de l'évolution des rapports entre le pouvoir et l'opposition qui frôlent l'utopisme. Ah oui. Tel que, par exemple, peut-être la réintégration par décision politique de certaines figures de l'opposition, comme Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, entre autres. C'est la responsabilité de la CEI de réintégrer ces individus. Moi, je ne sais pas pourquoi la CEI s'attelle à répondre à ces revendications-là. La CEI a ses limites. Il y a des revendications qui sont des prérogatives de la CEI, mais il y a d'autres qui dépassent les limites de la CEI, qui sont soumises. La CAPSI ne s'adressait pas justement uniquement à la CEI. J'aimerais préciser que sur ce point-là, les demandes de l'opposition, notamment la réintégration de Guillaume Kibafoui-Soro, la réintégration de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, sur la liste électorale, ne relèvent pas de l'utopie. C'est une réalité. Nous sommes dans un pays, nous sommes tous Ivoiriens. Et à un moment donné, pour pouvoir préserver un climat de paix et éviter surtout de replonger dans la crise, parce que, je le répète tous les jours, la Côte d'Ivoire semble avoir un cycle électoral de 10 ans. C'est-à-dire chaque 10 ans, on replonge encore dans la guerre. Et aujourd'hui, à 7 mois de l'élection, tout le monde a peur. La Côte d'Ivoire est en train de virer pratiquement sur la base, sur le site Orange. Après Orange, c'est rouge. Après, ça sera une destination pratiquement interdite à toutes les grandes. Voilà, justement, on va écouter confrère André Abi, qui est journaliste, et qui nous partage son analyse des revendications de cette coalition d'opposition qu'on dénomme la coalition pour l'alternance pacifique. Pour être un peu plus précis sur l'appellation, qu'est-ce qu'il en pense? Comment est-ce qu'il perçoit les choses? On l'écoute et on revient. L'exclusion des présidents Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé et bien sûr aussi de Guillaume Soro. Alors je pense du principe que le plus important dans une élection, surtout comme on a eu l'habitude d'organiser sur nos cieux, c'est surtout le principe de l'inclusion et surtout bien sûr le principe de la démocratie. Et partant donc de ce postulat-là, c'est vrai bien sûr qu'on est aussi confronté au fait de faire valoir le droit. Et selon le droit ivoirien, le président Gbagbo est accusé. Effectivement, il y a plusieurs chefs d'accusation qui postulent, notamment le braquage de la BCAO,
et beaucoup effectivement de chefs d'accusation, de chefs d'accusation qui pèsent sur lui et qui l'empêchent véritablement de pouvoir être éligible effectivement sur la liste électorale. Mais comme on le sait, je pense que la loi est faite par les hommes, la loi mérite d'être respectée également, mais partant de ce principe d'inclusion et de principe démocratique, pour permettre véritablement une inclusion, il faudrait aussi, et je pense que là c'est bien sûr à l'appréciation du chef de l'État également dans sa volonté de pouvoir promouvoir ce même principe d'inclusion, de décider de pouvoir, n'est-ce pas, permettre et accorder à tout le monde en tout cas qui a la capacité politique et de pouvoir donc être candidat pour une élection présidentielle. Parce qu'effectivement, il s'agit, Ndonza Gbagbo a été effectivement, on ne va pas refaire l'histoire, a été envoyé à la haie, donc la plus haute institution juridique au monde, pour les chefs d'accusation qui lui étaient reprochés. Il est revenu, entre guillemets, blanchi, après avoir passé un certain nombre d'années. Il revient, il essaie effectivement de se mettre dans le jeu politique. Il a eu effectivement des échanges à son arrivée. On n'oublie pas effectivement cet échange avec Père son âme Bédié. Voilà, les trois grands, donc Bédié, Laurent Gbagbo et puis bien sûr Alassane Ouattara. Donc ça a été effectivement des moments forts de symboles démocratiques. Donc que le président Alassane Ouattara accepte effectivement de voir son frère qui, après plus d'une dizaine d'années, revient dans long procès duquel il sort entre guillemets blanchi et tout, c'est déjà des symboles forts de démocratie. Donc il faut plutôt surfer sur ça, mon avis, il faut donc plutôt surfer sur ça et permettre, en tout cas légitimement, avec un caractère également légitime au président Laurent Gbagbo, voilà, qui est aussi une figure de pro en politique, s'il en a la capacité encore d'assumer effectivement les décisions politiques, de pouvoir avec son parti aller aux élections présidentielles. Voilà, donc à ce niveau-là, moi je pense que c'est vraiment une décision qui reviendrait au chef de l'État, chef suprême des armées comme on dit. La loi, bien sûr, avec toutes les juridictions que nous avons, assurément font le travail, mais je pense que c'est vraiment une décision qui va revenir au chef de l'État pour permettre vraiment, on va dire, de favoriser en fait la démocratie quelque part, surtout le principe d'inclusion, pour ne pas effectivement qu'on dise encore que ces élections-là ont été entachées par pas mal de choses. Donc on peut comprendre effectivement qu'on veut rester forcément dans le droit, mais il faut aussi tenir compte de ce principe-là qui, pour moi, dans une élection présidentielle, est vraiment important. Donc voici un petit peu ce que je pourrais dire à ce sujet. On vient donc d'écouter l'analyse qu'en fait André Abi, qui nous a fait l'amitié de nous transmettre son opinion sur ce sujet qui est d'une délicatesse extrême pour les Ivoiriens. Soro Djabiga, juste avant qu'on évolue avec Jean-Richard, on a reçu un message justement d'un internaute qui, suite à notre appel lancé hier à la participation du public, nous a transmis son message qui a été recueilli par Ambroise Awa. Est-ce que vous pouvez nous le lire? Oui, il s'agit de M. Ouattara qui dit « Moi, je pense dans un premier temps qu'une revendication a toujours une raison. S'il faut leur montrer que la revendication ne devrait pas avoir lieu, alors qu'il leur donne une suite. Enfin, si le pouvoir ne se reproche rien, pour dire que le pouvoir n'a pas à craindre si vraiment en son sein il n'y a pas d'incertitude et qu'il ne se reproche rien. » C'est ce que je dis souvent. Quand il y a un débat... Ok, allez-y, je sens que vous avez envie de commenter ces propos-là. Vous avez 30 secondes. Je voulais répondre le président Laurent Gbagbo. Je voulais répondre Laurent Gbagbo en 2010 pendant la crise post-électorale. Il dit, tu m'accuses de t'avoir volé. Je t'ai dit de venir me fouiller et tu refuses. Aujourd'hui, on demande à auditer la CEI. La CEI ne veut pas. Qu'est-ce qu'elle se reproche? L'audit, là, c'est une institution, une structure étrangère qui va venir faire l'audit, qui va nous permettre de relever tout ce qu'il y a comme irrégularité là-dessus. Et on passe sur une base de confiance à l'élection. La CEI ne veut pas. Toute l'opposition dans son ensemble demande un audit de la CEI. Ça cache quelque chose. C'est leur droit, il s'agit de leur droit. Tout le monde contribue à cela. Nous sommes le contribuable. Donc je pense que la CEI aujourd'hui doit créer un climat de confiance pour qu'on parte à cette élection-là avec la confiance et qu'on puisse saluer au soir du 25 octobre le vainqueur. Alors là, vous me rejoignez subtilement puisque je m'apprêtais à poser la question dans ce sens à Jean-Richard Nguessan. Est-ce qu'on peut s'imaginer honnêtement aller à des élections apaisées sans la satisfaction au moins d'une partie de ces revendications? On espère que
on va assister à un dialogue politique et que les différents partis vont essayer de s'écouter pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Et moi, je souhaiterais, c'est vrai qu'on parle du parti au pouvoir très souvent, le parti est fustigé, mais il faut aussi que l'opposition sorte de la surenchère et de l'utopie. Il faut aussi que les partis d'opposition fassent preuve de sagesse et mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. On a d'entrée de jeu listé les... Je sens que vous êtes en train de surchauffer le cœur de Soro. Hein. On a d'entrée de jeu énuméré... On a d'entrée de jeu énuméré les demandes de cette coalition de l'opposition. Et je pense qu'il y a de la surenchère, il y a de l'utopie. Par exemple? Je suis d'accord lorsqu'on parle de l'audit du fichier électoral. À quel moment il y a la surenchère alors? Mais lorsqu'on demande... C'est les points qu'il a identifiés. Après un troisième mandat, lorsqu'on demande au président Alassane Ouattara de ne pas faire un quatrième mandat, lorsqu'on demande à la CEI de remettre le président Laurent Gbagbo, le président Charles Blé Goudé, est-ce que c'est de la responsabilité de la CEI de mettre... Il faut rappeler encore une fois que les revendications formulées par la CAPSI ne s'adressent pas spécifiquement à la CEI, mais au pouvoir en place. Donc, au-delà de l'institution électorale qu'est la CEI, qui se charge des questions techniques, il y a le volet politique, la dimension politique est assurée par le chef de l'État et son gouvernement. Soit, nous sommes à quelques mois d'une élection assez importante pour la Côte d'Ivoire. Je pense que l'opposition aussi gagnerait à sortir du dilatoire et aussi de regarder ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est d'aller vers les électeurs, essayer de proposer quelque chose, de débattre sur un programme de société, parce que depuis plusieurs mois, on reste focus sur cette liste et j'ai bien peur qu'au soir ou dans quelques mois, on reste toujours focus sur l'audit de la liste électorale, sur des détails et puis au finish, on ira aux élections et puis on sera surpris du résultat. Dans le même temps, Soro, il y a des partis politiques qui estiment que c'est vrai, il faut aller, pour rejoindre Jean Richard, à des élections à l'essentiel, mais leurs candidats, leurs champions, qui selon eux sont les plus représentatifs, ne figurent pas parmi les potentiels candidats à l'élection présidentielle. Du coup, imaginons une élection sans Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, éventuellement Tidjane Thiam. Bon, comment est-ce que vous voyez ce scénario? Tidjane Thiam qui demeure sur la liste électorale. Pour l'instant. Je viens d'entendre... On lutte pour qu'il puisse en être écarté. Je viens d'entendre deux mots qui m'ont choqué. Quand on qualifie les revendications de l'opposition d'utopique et de dilatoire, c'est parce que lui, Jean Richard, aujourd'hui, ne voit pas ses droits arrachés et supprimés qu'il le dit. Et les concernés, ce sont des Ivoiriens. Quand un Ivoirien se voit aujourd'hui privé de son droit de pouvoir voter ou bien de pouvoir être candidat, ça fait mal. Et aujourd'hui, ces Ivoiriens-là sont des leaders d'opinion, donc naturellement, ils sont soutenus par une masse, par une grande partie de la population. Et Laurent Gbagbo, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui reproche? Et puis son nom n'est pas sur la liste électorale. Il a été déporté à la CPI, il a été acquitté. L'acquittation concerne les faits et non les personnes, contrairement à la grâce présidentielle. Les faits sont annulés. Laurent Gbagbo a été acquitté. Il revient en Côte d'Ivoire. Pour les mêmes faits pour lesquels on l'accuse avec Kone Katina. Pour les mêmes faits. Je viens. Côte d'Ivoire a été condamné pour le braquage. Pour le braquage. Pour les mêmes faits avec Simone Gbagbo et Kone Katina. D'autres ont été relaxés. Et pourquoi le Laurent Gbagbo est toujours accusé? Pourquoi il a encore cette épée Damoclès sur la tête? Il a été gracié. C'est pas ce qu'on demande. C'est pas ce qu'on demande. Il faut libérer tout ça. Ce sont les décisions politiciennes pour pouvoir l'écarter parce qu'aujourd'hui, il représente un potentiel adversaire pour le président Alassane Ouattara. Et de deux, quand on parle d'un éventuel quatrième mandat, si l'opposition n'avait pas dénoncé un troisième mandat, on allait dire que c'est du dilatoire. Ils sont en train de présenter. L'opposition a dénoncé le troisième mandat anticonstitutionnel du président Alassane Ouattara. Donc ils sont dans la logique de dénoncer le quatrième mandat anticonstitutionnel aussi. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, quand des Ivoiriens sont en train de revendiquer les droits, c'est ce qu'on disait hier ici concernant la grève. Il faut amener le gouvernement à respecter les droits des Ivoiriens, les droits des populations. Faut pas qu'on se laisse marcher là-dessus. Le droit est très important. Il faut respecter le droit de toutes les populations. Les Ivoiriens veulent voter leur candidat. Il faut les laisser, il faut leur permettre de venir sur la liste. Et de deux,
On est ivoirien, c'est vrai que c'est le certificat de nationalité, la carte d'identité qui atteste qu'on est ivoirien. Mais on est d'abord ivoirien parce qu'on aime la Côte d'Ivoire. Quand on aime la Côte d'Ivoire, on ne la brûle pas. Le président Alassane Ouattara et le gouvernement, tout le monde sait aujourd'hui que cette situation-là peut nous entraîner dans une crise. Parce qu'on le dit toujours, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Hier, c'est le président Alassane Ouattara qui était dans cette même situation. On a vu ce que ça nous a donné. Et on ne veut pas replonger encore dans cette crise-là. On leur demande pardon. Il faut qu'ils se mettent ensemble. La CAPSI a tendu la main du dialogue. Il faut que le gouvernement accepte ce dialogue-là, il s'asseye et puis il discute. Très bien. Alors, Jean-Richard Nguesson, je retourne vers vous. Vous avez entendu votre co-débatteur Soro Djabiga qui trouve tout à fait légitime de satisfaire ou de reconsidérer toutes les revendications posées par l'opposition. Vous qui êtes qui avez un ton assez conciliant, hein, et assez équilibré ou équilibriste, est-ce que vous pensez que quelque part il n'appartient pas au pouvoir de faire des concessions pour justement aller dans le sens de l'apaisement, au moins sur certains points, des détails clés qui ne seraient qui peuvent contribuer à rassurer les Ivoiriens pour qu'on dise on ira aux élections, mais au moins pour l'essentiel, on peut être rassuré que nos votes seront respectés et qu'on ne va pas assister au scénario antérieur de 2000, de 2010, de 2020. Parce que 2015, ce n'était pas vraiment le cas, mais de 2010 et 2020. Vous savez, d'entrée de jeu, j'ai énuméré les incohérences de la liste électorale. Je salue d'ailleurs cette volonté de l'opposition de mettre à nu les défaillances de la liste, les incohérences. Et j'appelle surtout à la CEI pour rassurer les uns et les autres. J'invite aussi le pouvoir à prêter l'oreille. Mais par moments, je pense qu'il faut faire preuve aussi de sagesse. Il faut faire preuve de sagesse ou aussi aller à l'essentiel. Et il serait important pour la Côte d'Ivoire qu'il y ait un dialogue politique à quelques mois des élections présidentielles. Ces élections sont un tournant assez important pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, les positions se braquent. On observe une certaine peur au cœur de la population. Il est donc important pour le pouvoir de discuter avec les partis d'opposition pour apaiser plus ou moins le climat sociopolitique. Mais je pense aussi qu'il y a de la responsabilité des partis d'opposition aussi de diluer aussi le discours, d'aller de l'avant. C'est vrai que les revendications, nous l'avons dit, sont légitimes, mais par moments, il ne faut pas exagérer dans les revendications et dans les demandes. Aujourd'hui, le RHDP crie et répète à qui veut l'entendre que son champion, c'est le président Alassane Ouattara. Et tout le monde le sait. Et venir aujourd'hui dire qu'on ne veut pas d'un 4e mandat, je pense que c'est... Il crie aussi que son champion, c'est Laurent Gbagbo. Je pense que c'est être... Et les partisans de Guillaume Soro aussi attendent que les candidats soient sur la liste aussi. Oui. C'est important qu'il y ait des revendications de part et d'autre. Mais par moment, restons dans la sagesse et puis regardons ce qui est faisable. Non, et puis regardons ce qui est faisable. Ah bon? Il y a de cela quelques mois, on a observé la scène politique au niveau du Sénégal. Cela relève de l'irréaliste. Ah bon? Cela s'est passé. Je dis qu'il l'observe. Le président Alassane Ouattara sera le candidat du RHDP. Ça ne vous choque pas? Et se lever de savoir que des Ivoiriens sont écartés, de savoir que des Ivoiriens sont écartés de la liste électorale. Ils revendiquent leurs droits et on dit qu'ils ne sont pas sages. On en a fini avec ce sujet. Soro Djabiga, vous allez conclure rapidement en 1 minute. Alassane Ouattara, je pense que aussi c'est pas. Permettez à Soro d'aller en 1 minute. On sent qu'il bouillonne de l'intérieur. Non, je ne bouillonne pas. Vous avez 60 secondes pour donner votre argumentaire avant qu'on ne passe au second sujet bien chronométré. C'est un plaidoyer. Moi, je m'adresse au président Alassane Ouattara, je sais qu'il me regarde. Monsieur le Président, les Ivoiriens ont peur. Chaque 10 ans, on replonge encore dans une crise. En 2020, on a assisté à la crise de la désobéissance civile et les Ivoiriens ont beaucoup souffert. En 2025, on veut vraiment avoir des élections apaisées, des élections tranquilles et ça passe aussi par des élections inclusives. On ne va pas vous dire ce que vous devez faire. Réunissez les Ivoiriens, réunissez les leaders politiques et discutez avec eux afin qu'on puisse aller dans un climat de confiance, un climat de paix pour éviter une crise encore en 2025. Très bien. Moins de 60 secondes. Voilà, je pense qu'on peut déjà passer au second sujet. Parlons donc de la tenue effective du bureau politique du PDCI-RDA pour ce samedi 5 avril, donc dans seulement quelques heures. Alors,
avant d'entrer dans le cœur du débat, on va écouter Bredoumi Soumaïla, qui est le porte-parole du parti, faire la déclaration qui confirme qu'effectivement, en dépit des déboires judiciaires, des procédures enclenchées contre le parti et son président, le bureau politique en vue de choisir une date pour la convention élective du candidat à la présidentielle se tiendra effectivement ce samedi 5 avril. On l'écoute et on revient pour l'analyse sur le plateau. À tous les militants et militantes du PDCI RDA, particulièrement les membres du bureau politique, pour dire que le président du PDCI RDA a convoqué la 18e session du bureau politique pour le samedi 5 avril 2025 à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Cette convocation demeure en l'état et le bureau politique aura effectivement lieu le samedi 5 avril 2025 à partir de 11 h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Jean-Richard Nguessan vient donc d'entendre M. Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI-RDA, ex-parti unique, qui nous confirme ici dans ses déclarations qu'effectivement, il y aura bureau politique demain, nonobstant les attaques et autres menaces judiciaires qui pèsent sur le parti et son président Tidjane Thiam. Alors, au-delà de la tenue de ce bureau politique, quelle lecture en faites-vous? Moi, je salue ce bureau politique. Vous savez, la tenue de ce bureau politique a été plusieurs personnes et plusieurs militants du PDCI RDA ont critiqué la non-tenue de ce bureau politique. Et avec ce bureau politique, je pense que c'est une belle occasion pour le PDCI RDA, pour le comité des sages, pour les vice-présidents, pour tous les membres du bureau politique, de véritablement aller en resserrer, de donner une date pour la convention, de sortir de ces différentes critiques qu'il y a et de montrer que le PDC, au-delà de tout ce qui se raconte, au-delà de tout ce qui se dit, au-delà de tout ce qui se voit, que le PDC reste un parti assez fort. Et moi, je suis très heureux de voir déjà qu'il y a une certaine mobilisation au niveau du PDC RDA. Quoi qu'on dise, depuis l'arrivée du président Thiam, il y a un regain de vitalité au niveau de ce parti. Thiam et Bion veulent défendre les couleurs du PDCI aux prochaines élections présidentielles. Et je pense que ce bureau politique ouvre la voie à une convention et à l'issue de cette convention, on saura qui de Thiam ou de Bion va représenter tout simplement le PDCI RDA. Soro Djabiga, quels sont selon vous les enjeux de ce bureau politique, notamment pour le président du parti, Tidjane Thiam? Merci pour cette très belle question. Je m'apprêtais à souligner deux enjeux majeurs. D'abord, le premier enjeu, c'est que ce bureau politique permettra de vider le contentieux qui oppose aujourd'hui le président Tidjane Thiam à Dame Valérie Yapo. Parce que sa première revendication qu'elle avait posée à la justice, c'était le fait qu'elle avait été sanctionnée et qu'elle ne pourrait pas participer au bureau politique. Et quelques semaines après, le président Tidjane Thiam, épris de sagesse et de paix, a levé cette sanction-là qui l'empêchait de pouvoir participer au bureau politique. Elle a été réintégrée. Donc aujourd'hui, avec ce bureau politique-là, elle pourra venir avec tous ceux qui l'entourent et toutes les mains obscures qui l'encouragent pour pouvoir mettre le président Tidjane Thiam en minorité et désigner le candidat majoritaire du parti. Le deuxième enjeu, c'est que ce bureau politique-là permettra de fixer la date de la convention en elle-même qui permettra de désigner le candidat du parti. Et aujourd'hui, le bureau politique est très important. J'ose espérer que Dame Valérie Yapo et tout son entourage et tout son groupe, ils vont participer pour qu'on puisse enfin finir avec... Les informations ne seront pas ce bureau politique. Malheureusement, elle avait une conférence de presse, elle devait avoir une conférence de presse qu'elle a annulée. Et effectivement annoncé qu'elle n'y sera pas. Oui, voilà. Et aussi, je sais qu'il y a des négociations qui ont été en cours, il y a des dignitaires du PDCI qui ont été envoyés vers elle aussi pour essayer de trouver une solution. Mais si effectivement Dame Valérie Yapo n'a pas un agenda caché derrière ce qu'elle est en train de faire, je pense qu'elle gagnerait à aller à ce bureau politique-là pour faire entendre sa voix. Sinon, à quoi sert de faire tout ceci si on ne va pas? À quoi sert de trimballer le PDCI à la justice, de faire saisir, de faire molester des députés du parti si elle ne participe pas à ce congrès, à ce bureau-là? Qu'est-ce qu'elle veut finalement? Il faut arrêter de déranger le PDCI dans cette période sensible-là où le PDCI a besoin de fonctionner, la tête reposée, pour pouvoir conquérir le pouvoir, pour pouvoir inquiéter le pouvoir RHDP en octobre 2025. Alors, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une mobilisation populaire assez forte. C'est ce que beaucoup s'imaginent. C'est ce qui semble se préparer en sous-main
justement pour démontrer la popularité du président Tcham. Est-ce que ce bureau politique ne sera pas une sorte de tribune pour repositionner Tidjane Thiam et tout son staff, toute son équipe qui collabore avec lui? Vous savez, le PDC-RDA est un parti politique... Une sorte de légitimation. Ah oui, c'est un parti politique qui a plus de 79 ans, qui a connu bien de cueils, qui a connu bien de difficultés, mais qui a su, à chaque moment charnière de son existence, c'est un parti qui a su renaître à chaque fois qu'il y a eu des difficultés. Et je pense que depuis son arrivée, le président Tidjane Thiam a connu bien de difficultés, le PDCI aussi. Et je pense que cette énième crise ne va pas plonger le PDCI dans une sorte de désolation. Je ne pense vraiment pas. Bien au contraire, on a vu la mobilisation non seulement des députés, d'une certaine frange de la population, aller soutenir le président Thiam lors de ce procès. On voit qu'il y a un regain de vitalité, on sent qu'il y a une envie de démontrer sa présence sur l'échiquier national, on sent que le PDCI renaît véritablement de ses cendres et je pense lorsqu'on va sortir de ce bureau politique, c'est un PDCI plus fort qu'on verra, je l'espère, parce que c'est un parti politique qui compte. Et lorsqu'on a une opposition assez forte, on a un champ politique aussi assez dynamique et je pense que le PDCI est un parti qui peut compter à l'élection présidentielle de 2025 et c'est tout ce qu'on souhaite à ce parti-là qui a énormément apporté à la Côte d'Ivoire en termes de cadre politique, dans l'administration, en termes de combat politique et je pense que le PDCI doit rester ce parti fort qu'on connaît depuis plus de 79 ans afin qu'au niveau du champ politique, on ne voit pas seulement que le RHDP qui est déjà un parti assez fort, assez présent, il faut que aussi d'autre part, on puisse voir un PDCI fort qui peut être ce contre-pouvoir-là pourquoi pas pour le bonheur des Ivoiriens. On attend aussi du PDCI que ce soit une force de proposition. Une force de proposition dans ce sens que aujourd'hui, au-delà de tout ce qui se raconte, au-delà de tout ce qui se dit, au-delà de tout ce qu'on attend sur la nationalité du président Thiam, moi ce que j'espère véritablement c'est qu'on sorte de ce débat et qu'au dans quelques semaines, ce qui sera servi aux Ivoiriens, c'est des propositions, un programme de société. C'est ce que véritablement on attend de ce PDCI-là. Et le président Thiam disait d'ailleurs, lors de son intervention sur TV5 Monde, chez nos confrères de TV5, qu'il y a son équipe qui travaille sur un programme de société. Et c'est ce programme-là qu'il doit présenter, qu'il doit dérouler aux Ivoiriens pour voir véritablement ce que le PDCI vaut aujourd'hui. Soro Djabiga, avant que vous nous lisiez le commentaire que nous a fait parvenir un internaute, est-ce que vous vous attendez à une mobilisation forte demain à Yamoussoukro à l'occasion de ce congrès? C'est une évidence. Depuis son élection, le président Tidjane Thiam n'a fait que mobiliser le PDCI, que ce soit à Boisseau, à Soubré, à Odiné, un peu partout. Partout où il passe, les populations sont mobilisées. J'étais témoin oculaire à Boisseau. Toute la ville bouillonnait, toute la ville bougeait. Le meeting devait se tenir à 15 h, mais depuis 10 h déjà, toute la ville était en agitation parce que le président Tidjane Thiam était avec son équipe. La veille encore, la ville bougeait. Le président Tidjane Thiam aujourd'hui est revenu revitaliser toutes les bases dormantes du PDCI. Personne n'imaginait qu'après le décès du président Bédié, le PDCI allait être à ce niveau-là aujourd'hui. Il faut arriver souvent au siège du parti pour comprendre que le PDCI vit véritablement. Il incarne ce leadership-là, il incarne cette confiance-là. Et à chaque fois qu'il sort, il ébauche certains sujets qui rentrent dans le cœur des populations. Il a touché dernièrement le niveau de l'espérance de vie des Ivoiriens. Avant ça, il a touché la question de l'IDH. Les Ivoiriens ont besoin de ces sujets-là. Alors, est-ce que vous pensez que demain, les militants feront massivement le déplacement de la capitale politique? Les militants vont sortir massivement, sauf si le président Tidjane Thiam ne donne pas le mot d'ordre. Parce qu'il le fait souvent. Quand on sort, il interdit qu'on l'accompagne. Mais malgré ça, ça crée des embouteillages un peu partout. S'il donne le mot d'ordre pour que les militants sortent, vous voyez que Yamoussoukro sera vraiment encombré demain, les militants vont sortir. Regardez ce qui s'est passé avant-hier. Ça a été improvisé. Ils n'ont pas appelé des militants pour dire venez manifester devant le palais de justice. Comme un coup de baguette magique, tous les militants du PDCI se sont retrouvés des milliers, de façon spontanée. C'est pour dire que le président Tidjane Thiam aujourd'hui a créé cette confiance-là au niveau des militants du PDCI qui n'ont pas peur d'affronter tout ce qu'il faut devant eux pour pouvoir atteindre leur objectif. Alors, que dit notre internaute? Oui, M. Conan dit, moi je ne dirais pas une force du camp Thiam, mais une faiblesse du camp au pouvoir. La question au sujet de l'interdiction des cadres du PDCI d'avoir accès aux locaux du jugement, était-il nécessaire tout ce tapage engendré par la gendarmerie? Non, je ne pense pas. Vu que
ça n'a jamais été un souci de prendre part à un jugement. Mais un citoyen lambda a ce droit. Je pense que le camp Ouattara a des zones sombres qui cacheraient sûrement des choses. C'est encore une désolation de la vie politique dans nos pays africains. La politique n'est pas pour le peuple et c'est dommage. Voilà ce que M. Ouattara dit. Et je pense qu'il a raison. Monsieur Conan, pardon. Voilà ce qu'il dit. Et je pense qu'il a raison parce qu'il faut permettre aux populations de pouvoir... Il faut désacraliser la politique. Il faut permettre aux populations de franchir des barrières, de participer. La participation politique. Aujourd'hui, les institutions multiplient les formations à ce niveau-là pour montrer aux populations que la politique n'est pas la chose des élites, mais la chose de tout le monde. Mais absolument. Mais on espère alors, passons rapidement. On a très peu de temps qui nous reste. On espère qu'on aura un bureau politique assez ouvert. On n'aura pas de basse manœuvre. On espère dans quelques heures, on découvrira tous ce qui se tramera donc à Yamoussoukro. Alors, troisième et dernier sujet au menu de cette émission, les sanctions douanières imposées par l'administration américaine de Donald Trump, qui provoquent un véritable séisme à travers le monde et qui touche aussi la Côte d'Ivoire, puisque notre pays a été frappé donc de hausse de tarification douanière jusqu'à 21% sur l'exportation de son cacao vers les États-Unis d'Amérique. Alors nous avons donc consulté pour cela deux experts en la matière, un économiste Jean-Marc Kwame et un politologue Laurent Monti qui intervient depuis le Canada. Tout d'abord, écoutons ce que nous dit Jean-Marc Kwame, ce qu'il en pense, comment est-ce qu'il lit cette situation et on revient sur les différents, enfin sur les, comment est-ce que je peux le dire, sur les inconvénients que peut rencontrer l'économie ivoirienne à partir de cette mesure-là. Merci de me donner l'occasion de donner mon point de vue sur cette question et d'intervenir sur votre plateau. Effectivement, Trump a dégainé la machine tarifaire, j'ai envie de dire, contre le monde entier et nécessairement ça aura des impacts sur le continent africain. Et pour parler de la Côte d'Ivoire, on sait que la Côte d'Ivoire exporte notamment du café et du cacao et qu'il y a des tarifs de 21% qui ont été imposés au secteur et donc ça aura forcément un impact sur les planteurs. Et pour sortir de la Côte d'Ivoire, on peut parler par exemple de certains pays dont on n'entend pas souvent parler, comme le Lesotho. On sait que le Lesotho exporte du textile, notamment aux États-Unis, pour des entreprises comme Levi's, pour ne pas les citer. Et en 2024, le Lesotho a exporté pour 237 millions de dollars américains, ce qui correspond à 10% de son PIB. Donc, ça aura un impact forcément sur l'emploi, puisque c'est un secteur qui emploie 30 000 personnes là-bas au Lesotho. Et puis, ça peut aussi faire fermer pas mal d'entreprises. On sait que Donald Trump a notamment imposé des tarifs de 50% de droits de douane sur le textile. Madagascar est également dans la même veine, puisque le secteur textile à Madagascar est fortement impacté par ces tarifs-là. On sait que c'est un secteur qui emploie 180 000 personnes, donc ces emplois sont directement menacés en raison de la hausse de ces droits tarifaires. Et puis peut-être pour finir, on peut parler de l'Afrique du Sud qui exporte notamment de l'acier pour 600 millions de dollars américains. Ils exportent aussi notamment de l'aluminium pour 400 millions de dollars américains. Et donc, Trump a imposé des tarifs de 25%, ce qui entraîne forcément une perte de compétitivité et puis un impact sur les emplois directs. Mais de façon globale, ça remet en cause la loi, donc l'African Growth and Opportunity Act, qui permettait à plusieurs pays africains de pouvoir exporter, de pouvoir être exemptés de droits de douane lorsqu'ils exportent vers les États-Unis. Donc voilà, mais quelles sont les solutions? La solution la plus simple, c'est déjà de favoriser le commerce, les échanges intra-africains, avec notamment la ZLECAf, dont on parle depuis plusieurs années, mais qu'il faudrait maintenant mettre en œuvre pour pouvoir se départir de cette pression américaine. Et puis, le deuxième point, c'est de diversifier les partenaires économiques et commerciaux. On sait que la Chine est déjà très présente, mais il faudrait aller plus loin et pouvoir sortir de la dictature, j'ai envie de dire, entre guillemets, tarifaire américaine. Et puis, il faut pouvoir aussi travailler, accentuer sur la production, la transformation locale de nos matières premières pour pouvoir créer plus d'emplois et apporter de la valeur ajoutée. Alors, on vient d'entendre donc Laurent Monti, en fait, c'était pas Jean-Marc Kwame qui parlait, il y a eu erreur au niveau de la régie. Donc, c'était bien Laurent Monti qui s'exprimait sur cette question.
Jean-Richard Nguessan, très rapidement, est-ce qu'il faut prévoir des répercussions sur les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire? Ah oui, forcément qu'il y aura des répercussions. Vous savez que la Côte d'Ivoire exporte vers les États-Unis le cacao, l'anaca, des produits secs, des produits frais. Et nous allons perdre forcément en compétitivité en vendant nos produits primaires. C'est bien dommage. J'espère véritablement que les entreprises qui sont dans l'exportation vont pas en partie. J'espère qu'au niveau de nos pouvoirs publics, des dispositions seront prises pour permettre à nos différentes entités, à nos différentes sociétés de rester plus ou moins fortes face à cette disposition des États-Unis. Soro Djapika, assez rapidement aussi, est-ce que quelque part, même au niveau des États-Unis, les entreprises qui opèrent dans le secteur, dans la filière cacao, n'en seront pas pénalisées? Pas que la filière cacao, il y a aussi le secteur industriel, les nouvelles technologies. Les États-Unis même vont en partie. Et je pense que cette décision de Donald Trump est impopulaire, comme plusieurs décisions qu'il a pu prendre depuis qu'il est arrivé à la tête de ce pays-là. Et je pense que face à ces agissements-là, il faut aussi une réponse réciproque pour montrer aussi que nous sommes sortis du complexe maintenant et qu'on est ivoirien, on est africain, on peut aussi réagir. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que nous n'avons vraiment pas les moyens de réagir. Même l'Europe, quelque part, s'en sent vraiment diminuer parce que c'est très compliqué d'apporter une réponse. Il faut commencer d'abord par diversifier nos partenariats. Il y a la Chine aujourd'hui qui est là, il y a la France qui est là, il y a la France même aujourd'hui qui subit. Mais bien sûr. C'est vraiment toute autre chose. On va écouter Jean-Marc Kwame qui nous propose une analyse un peu plus pertinente, justement, en tant qu'économiste sur le sujet. Il nous détaille, on le disait tout à l'heure, les inconvénients ou les répercussions que cette mesure peut avoir sur la croissance de notre économie, puisque nous parlons de la Côte d'Ivoire. Bonjour Raymond. De ce que nous pouvons dire de l'augmentation des taxes douanières à l'importation de produits qui émanent de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y aura forcément un impact. Parce qu'il faudra savoir qu'en 2023, les échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire et les États-Unis étaient très intéressants. C'était un volume d'échange à peu près de 931 milliards, où la Côte d'Ivoire était excédentaire sur ce segment. C'est-à-dire, on exportait plus aux États-Unis qu'on importait. On exportait principalement des fèves de cacao et on importait généralement des produits finis émanant des États-Unis. Donc, on avait une balance commerciale avec les États-Unis qui était largement excédentaire. Donc, du coup, une augmentation des taxes de 21% sur nos produits tels que les fèves de cacao auront une incidence parce qu'il faudrait savoir que les États-Unis constituent un des premiers, pour ne pas dire le premier marché du chocolat au monde. Voilà, donc les consommateurs américains sont friands du chocolat et surtout lors des grandes fêtes, c'est un produit qui est très consommé. Donc une augmentation justement des prix des matières premières va rendre surtout notre matière première ne sera plus compétitive. Et il faudrait savoir que certains pays concurrents comme la République dominicaine qui travaillent sur du cacao durable ont une taxation, voire une faible taxation vis-à-vis des États-Unis. Donc, en termes de compétitivité, on pourrait perdre un certain type de marché, de part de marché sur le continent américain à travers cette taxe de 21%. Donc, je pense qu'il serait idéal pour la Côte d'Ivoire de rentrer en négociation, de sorte à ce que cette loi, à défaut d'être abrogée, on puisse avoir une négociation pour ne pas que l'impact soit assez gros, assez fort sur nos exportations de fèves de cacao. Rentrer en négociation comme le propose Jean-Marc Kwame, Jean-Richard, est-ce que c'est réalisable avec l'administration Trump? Ah oui, c'est ce qu'il faut faire. Je crois que plusieurs pays sont touchés, plus de 137 pays à travers le monde, 42 pays africains sont touchés. Et Donald Trump a été assez clair, il a dit lors de l'entrée en vigueur de ces différentes taxes, notre pays a été pillé
saccagé, dévasté par des nations proches et lointaines, des alliés comme des ennemis. Il se positionne comme le réparateur de tort des Américains. Politique protectionniste. Soro a parlé de décision ou de décision impopulaire, je ne crois pas. Moi, je pense pour ma part qu'il a été choisi par les Américains. Il ne fait que dérouler son programme. Aujourd'hui, il appartient à nos États d'aller de négocier. Et c'est ce qu'un pays tel que le Lesotho fait aujourd'hui. Je crois qu'il y a déjà une forte délégation du Lesotho aux États-Unis pour négocier avec le président Trump parce que ce pays est touché à hauteur de près de 50% de taxes douanières. C'est énorme pour ce petit pays. Dans la bouche, hein. C'est la réalité, c'est la réelle politique là. Ah oui, c'est la réelle politique. Et puis forcément, les produits ivoiriens voient en partie. Il parlait notamment, Jean-Marc Kwame, l'économiste, parlait notamment du cacao. Vous imaginez que si le produit coûtait 10 francs et qu'on met une taxe de 10 francs, le produit va coûter 20 francs. Alors le produit va forcément perdre en compétitivité sur le marché américain. Et je pense que c'est fort dommage pour la Côte d'Ivoire. Soro Djabika, j'ai failli dire Jean-Richard Nguessan. Soro Djabika. Vous me parlez de négociations. Oui. Donald Trump a annoncé pendant sa campagne toutes ces mesures. Donald Trump était président ultranationaliste. Ah oui. Oui, et je ne vois pas Donald Trump aujourd'hui en train de concéder des choses devant ces décisions qui ont été prises. C'est à nous, peuple africain, aux différents peuples du monde entier qui ont été touchés par ces décisions-là, de pouvoir prendre des mesures. On ne va pas passer tout notre temps à pouvoir en partie et en fonction des humeurs de tous les présidents qui vont se succéder à la tête des grandes puissances. Je pense qu'il est temps aussi qu'on prenne nos responsabilités. J'ai parlé de diversification des partenariats. Il n'y a pas que les Américains qui consomment le chocolat. Le chocolat, ce n'est pas fait que pour la consommation, c'est fait pour les produits cosmétiques et pour tout autre aussi, à toute fin d'utilité. Donc je pense qu'il faut trouver d'autres mesures pour pouvoir montrer à Donald Trump aussi qu'on n'est pas là pour être assujetti à ses envies et à ses besoins. Les échanges commerciaux entre nos deux pays atteignaient 1500 milliards de francs CFA. Ah oui, vous savez. Aujourd'hui, le gouvernement de Côte d'Ivoire cherche à les revaloriser, à les rehausser. Cette mesure qui vient s'abattre comme un couperet sur notre partenariat, nous ne sommes certainement pas aussi forts parce que même l'Europe entre en négociation. Ah oui. Même l'Europe entre en négociation, quand on sait que l'Afrique tout entière ne pèse même pas plus de 2% du commerce mondial. Vous savez aussi que ces décisions ne sont pas sans conséquences sur l'économie de l'Amérique. Aujourd'hui, au niveau de la France, les véhicules américains qui sont produits par les États-Unis aujourd'hui sont sous-cotés en France aujourd'hui. Ils sont en baisse au niveau de la France. Les smartphones que je ne citerai pas ici pour éviter de faire de la publicité sont boycottés aujourd'hui en Chine. Mais nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les Américains n'achètent plus, ou bien on a des difficultés pour exporter notre cacao vers les États-Unis de façon concrète. Nous produisons massivement, ce qui fait notre force d'ailleurs, et même d'autres produits que nous exportons vers l'Amérique. Qu'est-ce que nous faisons? Où est-ce qu'on écoule toute cette marchandise-là, le marché? Merci pour la question. Il faut transformer. Voilà cette question qu'on essaie d'éviter depuis les années des indépendances. Il faut apprendre à transformer. J'en viens. Il faut transformer nos matières premières. Vous savez, aujourd'hui, les gens achètent plus l'intelligence que la matière. Hein. Aujourd'hui, le téléphone qui est là, si on prend la matière qui a été réquisitionnée pour fabriquer ce téléphone-là, peut-être qu'elle ne vaut même pas 200 francs. Mais les applications qui sont là-dedans et tous les éléments qui constituent ce téléphone-là, c'est ça qui coûte très cher, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il faut trouver des stratégies pour pouvoir commercialiser nos produits en faisant d'abord de la transformation et en orientant vers les besoins les plus urgents. Je pense que si on met en place cette stratégie-là, on pourra commercialiser nos produits en sortant du chantage des grandes puissances. Peut-être que ça ne pourra pas suffire aussi, parce qu'après, même la SDCAF a du mal à démarrer. Donc... Vous savez, depuis 2015, les États-Unis sont un partenaire privilégié et régulier de la Côte d'Ivoire. Vous avez énuméré les chiffres tout à l'heure. Mais en attendant la multiplication des partenaires, la diversification des partenaires. On le fait déjà. Mais en attendant... on le fait déjà. Mais en attendant tout cela, en attendant de trouver d'autres partenaires, de trouver d'autres marchés, qu'est-ce qu'on fait? Forcément que des entreprises ivoiriennes qui sont dans l'exportation vont prendre un coup. Forcément qu'il y aura une répercussion sur l'économie ivoirienne. C'est vrai qu'on parle de transformation des produits premiers, puisque la plupart de nos produits qu'on exporte sont des produits primaires. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Forcément, la Côte d'Ivoire va souffrir de cette décision américaine. Forcément. C'est bien dommage, même si je sais que Soro est heurté. Je sais qu'il en est heurté. Je sais que beaucoup de ceux qui nous écoutent aussi
peuvent nourrir quelques inquiétudes à ce sujet parce qu'effectivement, c'est une sorte de branle-bas planétaire avec cette guerre commerciale dans laquelle l'on entend riposter que ceux qui en ont les moyens, la Chine, l'Europe, les États-Unis, pour l'heure, aucun pays africain, même pas le Nigeria ou l'Afrique du Sud, n'a osé broncher parce qu'effectivement, on n'a pas la même force. Et c'est dommage, ou que les autres même d'ailleurs, de façon plus élargie. Merci de nous avoir suivis. L'Intelligent Club pour aujourd'hui, c'est terminé. On va se dire au revoir et on se donne quand même 3 jours pour souffler, non? Voilà, pour se retrouver le lundi prochain, ça sera le combien déjà là? Lundi, demain samedi 5, lundi 7 avril 2025, pour décortiquer encore l'actualité. Ça sera certainement beaucoup plus riche. Beaucoup d'événements qui promettent de se dérouler ce week-end. Chaque Soro sera vraiment aux aguets pour épier l'actualité point par point. Et Jean-Richard pour s'informer dans tous les sens. On revient lundi pour en parler. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir.